Pour la causerie de ce mardi, vous connaissez nos invités. Je vous représente Elos Ganaro, qui est le directeur général du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour Gilles Christ. Merci de votre présence sur ce plateau. Et bonjour à tous. Voilà, merci d'être là. Mathias Sossou, directeur général aussi du quotidien Le Gongonais. Bonjour. Bonjour Gilles Christ et bonjour cher Olalé. Bonjour ADP. Et puis Constant Yaoudéou, que vous connaissez aussi, directeur de Radio Planète. Bonjour. 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 Voilà, merci à tous d'avoir répondu présent à notre appel comme chaque fois d'ailleurs. Elos Ganaro, je commence par vous. Le chef de l'État va participer à la 7e conférence sur le développement de l'Afrique. C'est au Japon. En quoi est-ce que le Bénin peut se réjouir de la participation de Patrice Talon à ce sommet? Oui, le Bénin peut se réjouir de la participation de son président à ce sommet pour plusieurs raisons. Vous savez que, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est un sommet qui concerne le développement. Oui. Et tout ce qui concerne le développement, vous savez que c'est très important pour notre pays. S'il y a un défi aujourd'hui à relever dans nos pays africains, c'est toujours la question du développement. Dans la question du développement, il y a tout. Il y a la sécurité, il y a le social, et tout ce qui concerne le bien-être de nos peuples. Alors, un pays comme le Japon, vous le savez très bien, un pays qui a une longue tradition, une longue histoire, n'est-ce pas, marquée par des efforts, marquée par des actions, ça nous rappelle, n'est-ce pas, un certain effort, une intelligence, la volonté d'initier, de créer, la créativité. Donc c'est marqué par une tradition qui ne dit pas son nom. D'accord? Aujourd'hui, comparativement à d'autres pays, le Japon, on peut dire, a rattrapé un grand retard. Oui. Vous savez tout ce que la guerre a causé. Quand on parle du Japon, la guerre mondiale, vous voyez tout ce qui a été détruit. Tout ce qui a été, nous considérons aujourd'hui comme ruine dans un passé un peu lointain, mais que le Japon a su corriger, grâce, n'est-ce pas, à son savoir-faire, grâce à son génie. Et aujourd'hui, le Bénin peut en profiter comme bien d'autres pays africains. Il est question du développement. C'est vrai que ce partenariat ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longues années, mais il est question de renforcer davantage ce partenariat. Et nous croyons avec conviction que le président Patrice Talon, qui déjà, voyez-vous, à travers ses visites de travail à l'étranger, vous voyez comment il a su vendre le Bénin, comment il a su, avec beaucoup de pertinence, parler des grands projets dont le Bénin ambitionne pour améliorer les conditions de vie de sa population. Donc nous pensons que ce serait encore une opportunité, une occasion pour le président Talon, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, des efforts qui ont été faits au Bénin, qui ont été consentis au Bénin, et notamment des réformes en cours au Bénin. Vous voyez ces réformes-là, qui ont été applaudies déjà par les seigneurs, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Lors des voyages antérieurs du président de la République, vous voyez comment le président Talon a su présenter ces réformes-là, les efforts qui sont consentis, les sacrifices que ça exige, mais déjà l'avancée et les fruits que ça porte. Ça séduit beaucoup de dirigeants africains et beaucoup de dirigeants des nations, des grandes nations, qui ont, vous le savez très bien, décidé, ont pris l'engagement de soutenir le Bénin, d'accompagner le Bénin sur ce long parcours, mais qui est porteur, n'est-ce pas, de beaucoup de choses pour le Bénin. Donc je pense que ce sommet pourra apporter beaucoup de choses au Bénin. Alors, Mathias Sossou, pensez-vous également que le Bénin devrait se réjouir parce qu'il est question de développement? Bien sûr, parce que le chef de l'État, sinon un chef d'État présent à ce sommet comme le nôtre, je crois que c'est le moment quand même de vendre les qualités de notre pays à l'international. Le chef de l'État présent à ce grand sommet au Japon s'est dit que le pays rayonne. Il faut quand même animer le rayonnement du pays à l'international. Et cela consiste aussi à raviver les liens que le Bénin tisse avec le Japon. Et déjà, si vous le savez, parce que le Japon est présent dans notre pays depuis des années, et il y a des projets que le Japon finance. Le Japon est présent surtout à l'éducation, où on voit le e-learning. Ils sont présents là. Et en tout cas, la participation du Japon pour le développement du Bénin est d'une grande importance. Et c'est ça que le chef de l'État a quand même allé témoigner à ce pays là-bas.
et je crois que c'est pour le bonheur de la population. À un grand sommet comme ça, où un chef d'État se présente, c'est toujours pour apporter un plus et aussi faire bénéficier son pays. Et je crois qu'il ne va pas revenir les sacs vides. Parce qu'avec le temps, nous avons déjà vu l'effort que le chef de l'État fournit pour le développement, pour des questions de développement de notre pays. Et avec ça, je crois qu'il est parti dans sa judiciaire avec des projets qu'il va soumettre à ses amis et à ses, en tout cas, collègues présidents, tout ça, qui seront présents quand même à ce sommet. Et cela participera quand même du rayonnement de notre pays à l'international. Et en dehors de ça, il y a bien d'autres avantages qu'on peut tirer. Oui. On ne dira pas que le chef de l'État est allé en balade, quand bien même pour le moment il est en congé. Et je crois qu'il est en train de mettre les bouchées doubles des petits plats dans les clans pour quand même rapporter de gros pour notre pays. Très bien. Constant Yaoudéou, tout à l'heure dans la chronique économique avec François-Xavier Noumon, on s'intéressait justement à cette question et il nous expliquait que sur le plan de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et même de la santé, le Japon peut être vraiment utile pour le Bénin. On sait que sur le plan social, effectivement, le Japon vient en aide au Bénin avec des tonnes de riz qu'on envoie généralement et que les Béninois reçoivent par le biais de l'ONASA, ainsi de suite. Ce sommet-là aussi peut être l'occasion pour le président de la République d'aller rencontrer des investisseurs. Absolument. Des rencontres comme ça ne sont pas légion et c'est des occasions qui permettent aux participants de faire de régler des problèmes à plusieurs niveaux. Il y a des questions à l'international et quand vous vous retrouvez dans ces conditions avec certaines personnalités, vous êtes obligé de prendre des contacts, d'échanger sur des questions au plan international. Et également au niveau des pays amis, et même des pays sous-développés ou des pays en voie de développement, il y a des choses aussi qu'on peut se dire, qu'on peut faire ensemble. Et c'est l'occasion également de profiter de cette situation. Et comme il y a d'autres choses qui sont liées directement aux pays et autres qui peuvent en même temps être discutées. Vous avez parlé tout à l'heure de nos relations avec le Japon et tout ce que le Japon faisait avec nous. Mais n'oublions pas qu'il y en a et qu'il y a autre très important en matière de technologie. C'est le Japon qui était en avance, la Chine est rentrée dedans avec l'Inde, on en a parlé et tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que le Bénin est en train de passer de l'analogique au numérique et que le Japon doit être vraiment un partenaire pour nous, un partenaire privilégié dans ce domaine, parce que je me rappelle bien qu'il y avait eu un séminaire organisé, un atelier organisé avec par la HAC et je crois la fondation Freddy Chebert. Il y avait beaucoup d'organes de régulation, comment je vais dire, comme notre HAC, dans les pays de la sous-région, tout le monde était là, mais les Japonais étaient invités et c'était le début du processus du passage de l'analogique au numérique, parce que tout à l'heure, dans un an, nous allons jeter tous nos postes et c'est des pays qui sont très avancés dans la conception des appareils numériques et on aura besoin d'eux. Et si ça se négociait bien, on anticipait, on pouvait déjà avoir le privilège d'avoir des appareils numériques. Et c'est plus au moment où le passage se fait qu'on va commencer par acheter des appareils chers. Vous voyez, aujourd'hui, nous achetons des crédits à 100 francs. Et nous achetons des SIM à 500. Mais au début, si vous n'avez pas 5 000 francs, vous n'achetez pas. On a acheté des SIM jusqu'à 90 000, 120 000 dans ce pays. C'est parce qu'on n'a pas anticipé. Donc, je crois que à ce niveau,
le ministère de la communication de et de l'économie numérique et du commerce a proposé au chef de l'État au cours de cette visite-là, autour de ce sommet-là, pour que des choses puissent se négocier à temps, pour que nous ayons des facilités, au lieu de commencer après par demander au gouvernement de nous subventionner, parce que quand on parle de développement, c'est la communication. Nos paysans aujourd'hui qui ont les postes radio dans les champs, dans les ateliers, un peu partout, ça participe au développement. Donc, si du coup ceux-là sont coupés à un moment donné de la communication, et il faut qu'ils fassent des programmes de gros efforts avant d'avoir les moyens de communication, de réception, ça va être autre chose. Donc, je crois que c'est très important ce sommet-là pour le chef de l'État, et tel que c'est déjà dit sur ce plateau tout à l'heure, le chef de l'État a beaucoup de chantiers. Oui. Il a beaucoup de chantiers, et on a aussi vu un peu le Japon se calmer un peu dans tout ça, avec la Chine et les autres qui ont pris un peu le devant. Donc le Japon doit avoir des choses à proposer. Il doit avoir des choses à proposer que nous n'avons pas encore vu de l'autre côté. Donc si on fait bien l'exploration, je crois que le chef de l'État, pour son programme d'action qui est dans sa phase avancée, sur une allure très vive, il doit pouvoir trouver des issues pour, comment je vais dire, pour pallier peut-être. Pallier, non, enfin, pour accompagner, je voulais dire, pour accompagner ses ambitions, et qu'il est en train de nourrir, de renouveler. Voilà. Parce que les autres chantiers sont en train d'aller à la fin, donc c'est sûr qu'il a d'autres chantiers en vue. Donc c'est une opportunité. Voilà. Merci. Eloge Gandao, est-ce que l'assainissement du cadre macroéconomique du pays actuel, du pays, peut rassurer les investisseurs? Tout à fait, puisque tout à l'heure vous en parliez. Et vous savez que pour les investisseurs, il faut les conditions favorables pour qu'ils puissent véritablement investir dans un pays comme le nôtre. Voyez tous les efforts qui ont été déjà déployés par le gouvernement en place. Ces efforts-là, je veux parler, vous avez parlé du cadre macroéconomique maintenant, mais surtout la stabilité politique. Dans un pays où il y a la guerre, constamment les conflits armés, c'est difficile pour les investisseurs de vouloir accompagner ces pays-là d'investir. Parce que là, c'est pratiquement à perte. Aujourd'hui au Bénin, quel que soit ce qu'on peut, n'est-ce pas, remuer comme mauvais souvenir concernant les législatives passées, vous savez, le Bénin a toujours le génie, n'est-ce pas, de gérer ces genres de crises-là pour qu'il y ait la paix. Ce qui fait que vous avez beaucoup d'étrangers aujourd'hui au Bénin. Donc qu'on le veuille ou non, si vous comparez le Bénin aujourd'hui à certains pays, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, jeter de l'opprobre sur les efforts qui sont faits ailleurs. Mais vous savez, même récemment, vous avez parlé du G7. Il est question de la sécurité, du terrorisme. C'est une question qui préoccupe actuellement le monde entier. Lorsqu'au Mali, lorsqu'au Burkina Faso, lorsqu'au Niger, lorsqu'au Tchad, n'est-ce pas, le terrorisme a droit de citer. On craint vraiment ces genres de dérives-là, les affrontements et ces conditions difficiles qui ne permettent pas le développement des activités économiques au Bénin. Vous voyez les efforts qui ont été faits en ce qui concerne le cadre de vie, ce qui concerne le cadre juridique, ce qui fait que ça peut mettre en confiance les investisseurs japonais. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, également, Constant Yawédé vient de parler du programme d'action du gouvernement, avec des projets phares, n'est-ce pas, pertinents. Et lorsque on vous en parle, vous comprenez que ça touche directement la vie des populations. On a parlé de l'agriculture, on a parlé du tourisme, de l'artisanat, de la pisciculture et surtout le domaine de l'éducation. C'est un domaine qui doit intéresser les investisseurs japonais qui ont déjà beaucoup fait pour le Bénin. Vous voyez toutes les écoles qui ont été construites depuis plusieurs années, que ce soit dans le primaire, le secondaire, même dans les zones les plus reculées du Bénin.
ça doit intéresser les investisseurs japonais. Et je crois que le président de la République qui est parti là-bas, qui sait qu'ils sont pratiquement 4500 participants, qu'il y a d'autres pays africains, chacun fera l'effort, se battra pour convaincre ces investisseurs-là sur le bien fondé de ces projets, sur la pertinence de ces projets, sur tout ce que ces projets-là peuvent apporter à leur population, à leur peuple. Et c'est ce que le président Talon ira faire, ce programme d'action du gouvernement qui a pu convaincre même des acteurs de l'opposition, qu'on le veuille ou non. Tout le reste, c'est du chantage, c'est de l'agitation. Ils savent très bien que non seulement ce projet est bien ficelé, mais les efforts sont consentis. Et déjà, nous avons les fruits. Les fruits, ce n'est pas encore une panacée. Oui. Mais vous voyez déjà tout ce que nous récoltons comme fruit déjà de ce programme d'action du gouvernement. Je pense que ça va convaincre ces investisseurs-là. C'est également l'objectif de ce sommet-là. Parce qu'en dehors des chefs d'État, il y aura les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise qui seront là. Et le président Talon, comme d'habitude, fera l'effort de les convaincre sur ces projets pertinents-là qui, n'est-ce pas, quelque part, nous lient la vie de nos populations. C'est vrai qu'en 2016, lorsqu'on inaugurait le PAG et qu'on le présentait et qu'on dévoilait son montant qui s'évalue justement à 9 036 milliards de nos francs CFA, on avait estimé ou on a entendu, en tout cas, certains cadres dire que oui, c'est irréaliste. Mathias Sossou, avec tous les efforts qui se font dans le cadre de la mobilisation des fonds pour la réalisation des programmes contenus dans le PAG, est-ce qu'on peut se réjouir effectivement de ce que le chef de l'État se débrouille bien et que aussi à cette conférence-là, c'est un nouveau souffle aussi pour l'exécutif dans le cadre de la mobilisation des fonds et de la réalisation des projets phares. Le programme d'action du gouvernement a été lancé, conçu d'abord et analysé, étudié tout avant d'être lancé. Et si le chef de l'État a pris sur lui la responsabilité de mettre tous ces projets-là dans le PAG, je crois que c'est parce qu'il en est capable. Le gars a déjà géré cette structure personnelle que l'on voit sur le terrain aujourd'hui. Maintenant qu'il est à la tête du pays, c'est une organisation qu'il met en place pour quand même atteindre ses objectifs. Le PAG dont vous avez parlé tout à l'heure, qui s'élève à des milliers de milliards, 9 000 milliards, je crois, c'est petit. Et son ambition était plus grande que ça, mais il s'est dit peut-être qu'il va commencer et vous allez constater à la fin que au cours de la réalisation, il va même dépasser ce que vous avez annoncé tout à l'heure comme chiffre pour le PAG, puisque ça évolue déjà. Vous allez constater que sur le terrain, tout est, en tout cas, le Bénin est en chantier. Et si le chef de l'État a pris cet engagement, c'est parce qu'il en est capable. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces voyages qui sont multipliés de gauche à droite à l'international, c'est quand même pour rencontrer les investisseurs qui sont prêts, qui se bousculent quand même à la porte pour quand même venir assister et financer le chantier. Et la présence du chef de l'État à ces différents sommets nous rassure qu'au moins nous avons un chef qui est actif sur le terrain, qui ne reste pas dans ses 4 murs pour faire ses recommandations et tout, mais sa présence quand même à ces sommets nous rassure que nous avons un chef d'État qui quand même se soucie et un peu aussi, non, beaucoup plus du développement et de l'atteinte de ses objectifs, parce que si vous avez des objectifs et que vous ne sortez pas pour aller les présenter à des investisseurs, ils ne sauront pas que vous avez quand même au programme à réaliser ces différentes activités. Donc c'est le lieu quand même de dire au chef de l'État de continuer comme il le fait déjà si bien, et qu'au bout du rouleau, bon, nous allons avoir les résultats que nous attendons. Déjà que ces résultats sont sur le terrain qu'on voit, la réalisation des chantiers que nous sommes en train de constater, qui sont même déjà, il y a quand même certains chantiers qui sont déjà pour voir, ils sont déjà vers la fin de leur réalisation, parce que tout ce qui a été commencé un peu avant 2017, je dirais, parce que c'est en 2016 qu'il a mis tout en place. À partir de 2017, quand les chantiers ont été lancés, on avait dit dans ce pays, mais où est-ce qu'il va trouver l'argent
réaliser tout ça. Tout a été lancé au même moment, si bien que les gens commençaient pas à crier pour dire mais que comment on peut embrasser, qu'on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Mais il est en train de nous montrer aujourd'hui que quand on se prépare bien, ces lièvres-là peuvent être attrapés, même si on les poursuivait voilà, dans le même temps. C'est dire que le chef de l'État a la politique de ses moyens. Et il est en train de nous montrer par là que quand on veut, on peut. Donc, vouloir, c'est pouvoir, comme on le dit souvent. Et ça vient donner des leçons quand même à certains qui sont déjà passés aux prédécesseurs, qui ne font que s'agiter tout le temps devant les caméras pour dire qu'on est en train de les filmer. Vous avez constaté que c'est un chef d'État qui ne s'agite pas, qui ne parle même pas, mais qui est en train de bousculer les choses dans l'ombre. Contrairement à d'autres qui annoncent à grand renfort de publicité, qui au finish n'aboutit pas. Et je crois que c'est quand même un plus pour le Bénin d'avoir gagné ce président-là pendant cette période où le développement est vraiment capital. Le développement est vraiment capital. Constant Yaoundé, où il faut rappeler que le Japon a été présent dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, on l'avait dit tout à l'heure, et la santé, où il a fourni des matériels pour le bon fonctionnement de l'agriculture, et également le programme PASMI dans le domaine de la santé, le renforcement du plateau technique des hôpitaux, de nos hôpitaux. Le Japon était présent. Maintenant, dans quel domaine pouvons-nous encore espérer le Japon? Oui, nous pouvons espérer le Japon dans plusieurs domaines. J'ai parlé tout à l'heure des nouvelles technologies, mais c'est qu'il faut explorer. Il faut explorer. J'ai dit tout à l'heure que la Chine a pris un pas, mais le Japon n'étant pas un petit pays, c'est sûr que le Japon est en train de préparer d'autres choses pour revenir à la surface, et il va falloir aller à la recherche pour s'informer sur les nouvelles capacités que le Japon a à déployer. Et si le Japon a accepté organiser un tel sommet, c'est pas anodin, c'est sûr que le Japon a du nouveau à mettre sur le marché. Et on ne peut non plus dire que le Japon a déjà fait beaucoup de domaines. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut aussi faire dans ces domaines-là aujourd'hui, puisque nous évoluons. Qu'est-ce que le Japon peut encore apporter aujourd'hui dans ces mêmes domaines et pour nous? Le Japon n'a pas encore évolué. Par exemple, c'est un pays sismique. Oui. Vous voyez. Donc, ils ont développé à leur niveau des technologies qui peuvent aujourd'hui nous servir, nous autres, à développer des infrastructures de communication. Je veux parler des routes, parce que nous avons beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec ces eaux. Quand on parle de Porto Novo, Calavi par exemple, pour contourner Cotonou, voilà des domaines dans lesquels nous pouvons penser, composer avec ceux-là qui sont au milieu qui sont comme îles, et qui développent beaucoup de choses, surtout quand ils sont soumis au tremblement de terre tout le temps. Il y a beaucoup de choses qu'ils font avec les eaux, et nous avons les eaux chez nous, et on doit pouvoir aussi penser, par exemple, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces spécialistes-là qui ont déjà maîtrisé pratiquement ces calamités-là, ou exploiter ces avantages naturels-là qu'ils ont, par exemple. Très bien. Elos Ganaho, on a parlé économie, on a parlé santé, ainsi de suite. Mais sur le plan diplomatique aussi, ça peut être une bonne nouvelle pour le Bénin, qui va non seulement retrouver peut-être des diplomates japonais avec qui entretenu de bonnes relations, mais également aussi avec d'autres pays du monde entier qui seront présents à cette conférence. Tout à fait. Avant de parler de l'aspect diplomatique, je voudrais renchérir un peu ce que vient de dire Constant Yaoundé, pour dire qu'il y a beaucoup de domaines et que nous pourrions quand même exploiter et faire intéresser ces investisseurs japonais, nos partenaires japonais. Il y a l'entrepreneuriat, par exemple. Vous voyez l'effort qui est fait actuellement par le gouvernement. L'entrepreneuriat, dans ce domaine-là, il y a beaucoup à faire. Parce que ça concerne les jeunes.
Voyez-vous, ça concerne les jeunes actuellement où nous parlons avec préoccupation. Nous sommes très préoccupés par l'emploi des jeunes. Les milliers de diplômés sans emploi, les jeunes sans emploi, sans travail. Je crois que ce domaine-là, ça doit intéresser les Japonais. Parce que c'est des domaines qui touchent directement, qui impactent la vie de ces citoyens-là, de ces jeunes-là. Les jeunes et les femmes. Parler de l'autonomisation des femmes, par exemple. Voyez-vous, ces thèmes reviennent régulièrement. Et même lors des sommets, on en parle de plus en plus. Les femmes, comment travailler, comment faire des efforts pour faire la promotion des femmes, n'est-ce pas, qui ne doivent pas jouer les seconds rôles dans nos États, dans nos nations. C'est des domaines que nous pourrions exploiter. Nous avons parlé, par exemple, de l'artisanat. On peut faire beaucoup dans ce domaine-là. Au lieu de penser aux grandes industries, pour le Bénin, cela n'est pas utile actuellement. Les grandes industries avec de grandes infrastructures, alors qu'à la base, on pourrait, n'est-ce pas, élaborer des projets, proposer des choses, et s'il y a beaucoup d'investissements, ça pourrait impacter la vie quotidienne des populations. Voyez-vous, l'entrepreneuriat, par exemple, les jeunes, parler de l'artisanat, et pourquoi pas du tourisme. Du tourisme qu'on a comme l'impression que parfois c'est négligé, c'est comme si ce n'est pas prioritaire, alors que nous avons beaucoup de valeur à vendre. Voyez le Japon, nous avons dit qu'il y a une longue tradition, qui a su préserver tout ce qu'il a acquis, l'héritage dans ce domaine-là, et qui lui a servi, grâce à son génie, actuellement, de prendre le pas sur beaucoup de pays. On a parlé tout à l'heure de la Chine, on a parlé de l'Inde, et tout ça là, qui sont en avance, qui pratiquement sont en train de ravir la vedette à beaucoup d'autres pays en matière économique, dans nos pays africains. C'est une lutte au quotidien, et la Chine, l'Inde et bien d'autres pays, pour quand même avoir la même mise sur les États africains en matière commerciale, dans le domaine commercial, dans le domaine économique. Mais le Japon vient avec cette longue tradition-là, avec ce génie, ce savoir-faire hérité de la tradition, qui peuvent lui permettre, n'est-ce pas, aussi de s'imposer et de rattraper son retard. Et si nous proposons beaucoup de choses dans ces différents domaines-là, ça peut intéresser les partenaires japonais. C'est pas toujours bien. Je crois qu'actuellement, on parle même combien d'années, plus d'une vingtaine d'années de l'esclavage qui est en train d'être célébré dans certains pays. Vous voyez comment au niveau du Sénégal, l'île de Corée, vous voyez comment tout cela, tout ce qui marque ce temps de la colonisation de l'esclavage, ça a été préservé et exploité en matière de tourisme, qui attire des millions de tourisme au Sénégal actuellement. Alors qu'au Bénin, la route des l'esclave, Ouida, je ne sais pas, 92, c'est rentré dans l'oubli. Tout ce qui a été, comment dirais-je, initié dans ce domaine-là, c'est en train d'être pratiquement une ruine. On constate que c'est une ruine. Vous prenez ce chemin-là, l'arbre du non-retour, ceci, cela, la forêt sacrée de Bassès, donc ce n'est pas entretenu. C'est des domaines que nous pourrions exploiter, n'est-ce pas, réhabiliter, et ça pourrait intéresser les investisseurs japonais. Et dans le domaine diplomatique, comme vous l'avez dit, la diplomatie béninoise aujourd'hui prend du pas. C'est une diplomatie agressive, et puis, comment dirais-je, dans ce domaine-là, on ne peut pas le nier. Vous voyez tout ce qui a été fait de l'extérieur, qui fait que le Bénin est plus visible. L'image du Bénin, actuellement, c'est mieux que ce qu'on a vu par le passé. Je ne le dis pas, je le dis souvent, pour dire que c'est aujourd'hui que tout est bon. L'État a une continuité, mais de plus en plus, notre diplomatie prend du pas à l'extérieur. Et ça fait que le Bénin est plus visible. Et dans ce domaine, si l'État béninois, le pouvoir en place, poursuit les efforts dans ce sens-là, ça pourrait aussi attirer d'autres investisseurs et consolider le partenariat, la coopération que nous avons avec les grands États, les grandes nations du monde. Mathias Soso. La diplomatie béninoise, comme l'a dit Ganaho, elle est agressive. Et seulement que vous allez constater que depuis que le chef de l'État actuel est là, les choses bougent. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai remarqué, je suis à un niveau de l'administration où quand le chef de l'État veut voyager, je crois il y a une autre service qui est envoyé dans tous les ministères, où chaque cadre a la possibilité de mettre des idées, de jeter des idées sur des projets qu'ils entendent que le Bénin peut réaliser et avoir quand même le profit pour sa population. Et c'est comme ça, c'est collecté dans tous les ministères. Et chacun propose ce qu'il veut pour son pays. Et c'est centralisé maintenant au niveau du palais,
Et c'est avec ça que le président voyage pour effectuer toutes ces sorties. Et quand il s'en va, il rencontre les différents investisseurs, en tout cas les responsables d'autres pays, où ils discutent. Et quelques temps après, on commence par voir les retombées dans le pays. C'est pour dire que nous avons aujourd'hui, même si ceux qui sont passés le faisaient déjà, il y a quand même un plus qui est apporté à cette diplomatie et le chef de l'État en est responsable. Donc c'est le numéro 1 du gouvernement qui impulse cette dynamique-là à cette diplomatie. Donc on ne peut que le louer pour ça et lui demander de fournir davantage d'efforts. Parce que tant qu'il reste à faire, on ne peut pas se contenter du peu qui est là. Donc, on lui demande de continuer parce que ce n'est pas seulement pour le présent qu'il le fera. Il le fait aussi pour le futur, pour des générations à venir. La relation qui est tissée aujourd'hui, quand lui va finir de gouverner et partir, ce qui est sûr, celui qui va venir va continuer, puisqu'on dit que l'administration est une continuité. C'est une continuité, voilà. Justement. Et aussi l'exécutif est une continuité. Je propose qu'on poursuive cette causerie avec un autre sujet, Constant Yaoundéou. Nous allons prendre la direction de Porto Novo, notre capitale, avec bien sûr le palais des gouverneurs, qui a désormais à sa tête depuis 100 jours déjà Louis Vlavono, qui a été porté au perchoir. Vous n'êtes pas certainement à l'Assemblée nationale, vous n'êtes même pas fonctionnaire de là-bas, mais puisque vous êtes un directeur de radio, vous avez certainement des collaborateurs qui vous rendent compte de tout ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui change sous Louis Vlavono depuis qu'il est là? Non, sous Louis Vlavono, des choses changent. Et Louis Vlavono a un défi. Oui. Parce que c'est le Parlement dont le fonctionnement est le plus attendu par le peuple et par les acteurs politiques, par la société civile donc et par les acteurs politiques, parce que c'est le Parlement qui a son opposition en face et pour ne pas dire tout autour. Donc Louis Vlavono est surveillé comme de l'huile sur le feu et on a quand même constaté que sur 3 plans, je vais dire, il est en train de tenir. C'est-à-dire le premier plan, c'est au plan de l'administration. Oui. Parce que quand ceux qui gèrent le quotidien ne sont pas en place et ça ne se passe pas bien, ce qui est sûr, c'est pas dans la gestion politique des choses que ça va lui être facile. Et on a constaté que étant un ancien du Parlement, même quand il n'est pas de l'administration et du Parlement, il sait un peu comment ça se passe, il maîtrise et il a pu mettre sans qu'il y ait des remous, des hommes qu'il lui faut pour faire le travail qu'il a à faire à la place qu'il faut. Il a installé son cabinet, il a fait les nominations qu'il faut au niveau de l'administration parlementaire. Oui. Il a mis la rigueur qu'il faut dans le travail. Il est allé constater les retards, les absences, et tout ça prouve qu'il sait bien que c'est d'abord l'administration qui fait le gros boulot technique et que c'est la deuxième partie, c'est la politique à l'hémicycle qui fait l'autre. Donc Louis Vlavono a vraiment changé l'image de l'administration et aussi l'image du Parlement, parce qu'il a commencé par menacer ses propres collègues députés pour dire l'absentéisme va commencer par être sanctionné. Donc il ne l'a pas fait seulement au niveau de l'administration, il l'a fait aussi au niveau de ses collègues députés qui sont élus. On a aussi constaté que lui aussi n'est pas resté dans les 4 murs. Il a commencé par recevoir
il a commencé par voyager en même temps, donc tel qu'on pensait qu'il aurait un temps mort. Il n'y a pas du tout de temps mort, il ne s'est pas du tout donné du repos. Il a foncé directement et on sent le Parlement béninois bouger, même si on n'a pas encore assisté à beaucoup de débats, parce que c'est à ce niveau-là, le troisième niveau, c'est à ce niveau-là qu'on attend de voir quelle va être la qualité de ce Parlement, quelle va être la qualité des débats. Et là, les observateurs sont nombreux. Mais, globalement, on a constaté qu'il y a quand même des changements. On a senti quand même qu'un homme a pris la tête du Parlement. Euloge Gandaro, depuis qu'il est là, Louis Vlavonou, on a l'impression que le Parlement est vu autrement. Alors, habituellement, on pense que là, on ne fait que voter des lois, mais aujourd'hui, on voit clairement que c'est toute une administration, c'est toute une organisation, et il est à l'œuvre. Toute une administration, et puis il y a quelques mois, beaucoup en doutaient. Vous savez les conditions dans lesquelles ce Parlement a été installé. D'accord? Avec les dernières législatives, dans des conditions tumultueuses, beaucoup de contestations, de polémiques, au point où certains, n'est-ce pas, au thème de ces élections-là, clamaient haut et fort que ce n'est pas un Parlement légitime, c'est un Parlement mal élu, vous le savez très bien. Oui. Et ils n'en voulaient pas et continuaient de réclamer, n'est-ce pas, la reprise des élections. Dans ces conditions, c'est difficile. Il est question pour ce Parlement de restaurer la confiance, n'est-ce pas, de faire en sorte que la population, n'est-ce pas, croit désormais que c'est vrai, nous avons organisé les élections dans des conditions difficiles, mais ceux qui sont venus, ils sont venus pour réparer, pour corriger ce que on peut considérer comme des limites et des insuffisances à ces élections-là. Et c'est ce qui a été fait par le président Vlavonou. Une chose est de dire et une chose est de le faire. C'est ça. Lorsqu'un Parlement a été installé dans des conditions aussi difficiles, avec beaucoup de contestations, voyez comment on peut croire que ce Parlement peut être performant et travailler. Alors, le président Vlavonou, avec son équipe, s'est dit, écoutez, nous avons pris des engagements de corriger les erreurs du passé, de corriger ce que vous considérez comme des insuffisances là, de restaurer la confiance et de faire en sorte que le Parlement joue véritablement ses prérogatives, exerce ses prérogatives, le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Et vous avez observé, ces quelques mois déjà qui se sont écoulés, le balai diplomatique à l'Assemblée nationale, avec d'abord, comment dirige la visite du président du Parlement chinois, n'est-ce pas, avec l'ambassadeur de la Russie, que Vladimir Poutine a dépêché au Parlement, et avec le président indien qui a visité le Parlement. Preuve que ceux-là ne tiennent pas compte de tous les bruits, de toutes les agitations et tous les problèmes que le Bénin a gérés ces dernières élections-là. Mais, voyez-vous, c'est des personnalités de marque. Parler du président chinois, du Parlement chinois et de l'ambassadeur de la Russie au Bénin, quand même, c'est des personnalités de marque. Et du président indien, ceux-là qui, à travers leurs déclarations, ont de vive voix exprimé leur volonté de travailler, de renforcer, de poursuivre la coopération entre le Bénin et leur pays. Donc c'est déjà une marque de confiance. Ce qui a galvanisé, n'est-ce pas, nos élus du peuple et leur président, le président Vlavonou, qui se sont donné d'autres défis. Parce qu'ils se sont dit qu'à côté de la restauration de la confiance, tout ce qu'il faut faire à travers le travail pour remettre les populations en confiance, il faut qu'on se dise véritablement que les lois votées touchent la vie quotidienne des populations qui les ont mandatées. À travers, comme il l'a annoncé, n'est-ce pas, le secteur de l'éducation, l'éducation, des lois qui, dans le domaine de l'éducation, la formation, l'emploi, parce qu'on en parle actuellement, c'est une grande préoccupation, la promotion des femmes, la promotion de l'autonomisation des femmes. Et comme Constant Yawedou a su bien le dire tout à l'heure, le président s'est dit que pour que ça marche, il faut une administration forte, il faut la rigueur. Donc de nouveaux techniciens sont venus renforcer l'équipe en place. Et la rigueur
la ponctualité exigée et le suivi fait qu'actuellement, il y a un certain calme et le travail se poursuit dans le calme. À côté de ça, je voudrais dire que, bon, il y a beaucoup qu'on attend. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le côté législatif. On attend maintenant que le Parlement passe véritablement l'action à travers le vote des lois. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et l'action gouvernementale. Pour les différentes attentes. Voilà. Mathias Sossou, est-ce que vous avez fait le même constat d'un Parlement qui a vraiment senti à sa tête une nouvelle tête, justement, et avec aussi une administration plus redynamisée? Oui, Louis Vlavonou, en tant que colonel des douanes, je ne le voyais pas aussi coriace pour tenir, mais il vient de nous montrer que en politique, sur le plan diplomatique, quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend. Pour répondre quand même à ces détracteurs, juste après les législatives qui disent que les pays partenaires, les Européens nous ont lâchés, et il a rapidement su raccorder les fils pour quand même effectuer des sorties, recevoir des grands de ce monde, les Russes, les Chinois, tout cela quand même pour dire mais que quand les autres sont en train de traîner les pas, il y a d'autres qui se bousculent quand même à la porte pour nouer ce partenariat, pour reconnaître la légitimité. Et ainsi, il a réussi à faire reconnaître, à faire asseoir la légitimité de ce Parlement qui, au départ, était quand même critiqué par les locaux, les Béninois. Et il a mis des acteurs politiques notamment, mais il a montré sur le plan national et international que la légitimité y est. Mais en dehors de ça, rapidement, il a aussi mis le bouchée double. Il a quand même réorganisé son administration. Son cabinet a été formé en moins d'1 mois. Il a tout asseoir, il a fait asseoir son cabinet et puis les autres volets, en tout cas sur le plan politique maintenant, nous allons parler des textes qui sont votés. Puis en 100 jours, il n'y a pas que d'organisation d'administration parlementaire. Il y a eu aussi des sessions qui ont eu lieu et puis il y a eu des lois qui ont été votées. Bon, seulement qu'on n'a pas constaté avec la fève que nous avons connue aux anciens députés. Je me rappelle le temps de la première législature où mon cher Pépé, Albert Ouédré, se présentait à l'Assemblée pour des débats. C'était quand même pour la joie de tout le peuple qui suivait les débats au Parlement. Mais on n'a pas encore constaté ça. Je crois que ça va revenir. C'est vrai que d'habitude, lorsque ces lois-là ne touchent pas les intérêts des acteurs politiques, presque ça bien sûr, mais il y a toujours, quand il y a débat, il y a toujours des têtes qui présentent à l'Assemblée font peur. Vous n'allez pas me dire que quand mon grand frère Mathurin Kofi Nango était président de l'Assemblée, qu'il voulait quand même débattre d'un sujet au Parlement et que Adrien Humbedi venait s'asseoir à gauche et que Aboussou Bruno était de l'autre côté, tous ceux de l'opposition dans le temps, il avait encore ce courage-là de tenir. Mais il réfléchissait pas 1001 fois. S'il devait faire des confidences à des gens, il devait savoir que ce gars-là allait savoir que ça mouillait beaucoup. Qu'il a eu chaud. Qu'il avait chaud. Mais aujourd'hui, je crois que c'est la nouvelle donne. Parce qu'on ne peut pas tout le temps critiquer pour critiquer. Si déjà, avec une organisation, on arrive à asseoir un Parlement qui peut-être ne sera pas agité, mais qui va quand même analyser et critiquer dans le bon sens, je crois que c'est pour l'évolution du pays. Et je veux quand même inviter les députés de cette législature à quand même nous offrir un débat. Il est bien vrai, les 100 premiers jours ne l'ont pas encore fait, mais les autres jours à venir, je crois sur ce plan, on va suivre quand même des débats un peu enrichissants. Mais il y a eu quelque chose. Vous n'avez pas... Il y a quand même, dans les 100 premiers jours là, mais ils ont eu à voter, en tout cas à présenter un budget pour l'Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale. Et ils l'ont voté. Mais j'ai pu quand même comprendre que ça n'a pas été facile. Ou dans ce budget-là, on a mis quand même un point qui a fait soulever toute l'administration du Parlement. Comme quoi les suppléants doivent être payés. Après, ils ont démenti. Ils ont compris que ça n'a pas été, en tout cas, maintenu. Et que c'est ce qu'on veut pour un Parlement. Un Parlement, ce n'est pas nécessairement pour ses intérêts égoïstes. Il faut quand même écouter le peuple. C'est le peuple qui l'a mis là. Donc, je crois, pour ces 100 premiers jours, il faut quand même donner une autre
remarquable pour ce Parlement qui est là présentement. Très bien. Constant Yawedeou, avant de parler des chantiers, il fut un temps, d'ailleurs sur ce plateau, on a parlé du climat de confiance que devrait instaurer le nouveau Parlement. Pensez-vous déjà que Louis Vlavonou s'est mis à la tâche? Oui, pour le moment, si on n'a pas entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la société civile et il y a l'opposition qui est tout autour du Parlement et qui est en train de surveiller. Qui suivent tout de près. Tout de près. Donc, si la société civile n'a pas encore réagi et que l'opposition, dans son ensemble, n'a pas réagi, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose à mettre sous la dent, réellement, et qui gêne. Donc, je crois que Louis Vlavonou, sur ce plan-là, Louis Vlavonou alors, qu'est-ce qui reste à faire, justement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'est-ce qui reste à faire? Oui, ce qui reste à faire est qu'il faut forcément que tout à l'heure, il y aura la révision des tests, puisque nous allons à une autre élection tout à l'heure. La pré-campagne a déjà commencé. La pré-campagne, je ne vais pas officielle, a déjà commencé. Et ça commence déjà par bousculer. Dans les états-majors des partis politiques et sur le terrain, les descentes et autres, on voit déjà beaucoup de choses. Donc, il va falloir que cette discussion qui aura lieu sur la révision du code électoral soit une discussion assez ouverte et qu'on ne sente pas que parce que certains partis n'ont pas participé aux élections, ils ne sont pas présents, que ce débat n'a pas été un débat républicain. Je crois que c'est le premier chantier et l'autre, c'est la qualité des débats qui vont continuer par animer notre Parlement. C'est ça qui va confirmer l'image et le sens que ces nouveaux députés, surtout les nouveaux visages que nous avons, ont de la tâche à leur confier par le peuple. C'est vrai, Elos Ganaho, les attentes? Les attentes, comme ils l'ont si bien dit, et ils ont commencé, la poursuite du dialogue avec les syndicats. Vous savez que là-bas, ça fait beaucoup de bruit. Oui. Ça fait beaucoup de bruit et ils se disent qu'ils défendent les droits des travailleurs. Et chaque fois, il faut pouvoir colmater les brèches en discutant avec les syndicats et en voyant ce qu'il y a lieu de faire. Donc, je crois que le Parlement a commencé par le faire. Il est question maintenant pour cette 8e législature de poursuivre le dialogue dans le même sens pour faire en sorte qu'il y ait la paix, tout ce qu'il faut, la stabilité qu'il faut pour que le travail marche. Ensuite, il y a la loi sur la chefferie traditionnelle, mais je ne sais pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, la chefferie traditionnelle qui également réclame sa part du gâteau, s'il peut parler ici. On s'en sera très content. N'est-ce pas? Et qui voudrait savoir quand même que dans les tests, elle existe et que ses droits sont respectés et qu'elles peuvent à tout moment en jouir. C'est plutôt une nécessité. Une nécessité. Et le chef de l'État même l'a reconnu déjà. Il a reconnu la question de la chefferie traditionnelle. Et ensuite, j'ai parlé des syndicats, la chefferie traditionnelle. Il a parlé tout à l'heure des lois, n'est-ce pas? Les lois apolémiques, les lois qui ont été source de contestation. Les députés ont pris l'engagement de travailler, de faire en sorte que ce qu'il faut corriger soit corrigé pour que les prochaines élections, les municipales et bien d'autres élections se déroulent dans de bonnes conditions. Très bien. Et à côté de tout ça, j'insiste encore sur le contrôle de l'action gouvernementale. Puisque ceux qui contestaient, qui parlaient d'assemblées non légitimes, ceux-ci ont dit, écoutez, c'est la caisse de résonance de l'exécutif, qu'est-ce qu'ils peuvent contrôler? Est-ce qu'une assemblée qui est pratiquement désignée par l'exécutif peut contrôler l'exécutif? Il faut maintenant qu'ils apportent la preuve du contraire. Encore que l'Assemblée n'est pas l'exécutif, n'est-ce pas? Il faut le rappeler. Et qu'il y a réellement séparation du pouvoir et qu'ils sont là pour travailler, pour contrôler l'action du gouvernement, pour que tous les projets, tout ce qui va passer puisse être adopté réellement dans l'intérêt supérieur de la nation. Très bien. Ces députés de la 8e législature ont été installés suite à l'élection législative du 28 avril dernier. C'est vrai que autour de cette élection, les acteurs politiques ne sont pas toujours d'accord, mais ce sont toujours des jeux politiques et le terrain politique est toujours animé comme ça. On va donc poursuivre cette émission. Merci à vous, Constant Yawedeou, directeur de Radio Planète, Elos Ganaho, directeur général du quotidien Le Grand Matin, Mathias Soso, directeur général du quotidien Le Gongonais. Merci à tous d'avoir été là.